L'interview d'Emmanuel Macron chez Brut. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Temps de faire une vidéo. Madame, monsieur, bonjour. Pour poursuivre notre série sur le métier de journaliste, on a déjà parlé donc des formations, des études, du parcours un petit peu universitaire. On a parlé aussi des concours des écoles de journalisme. Et bien maintenant, la suite logique, c'est de travailler. C'est ce qu'on va voir maintenant. Plusieurs options, le CDI qui est le Graal pour les journalistes parce qu'il est très rare, encore plus à la sortie de l'école ou quand vous êtes jeune journaliste. Et puis de toute manière, un contrat à durée indéterminée, c'est un peu le rêve pour n'importe quelle personne qui veut travailler, pour la sécurité de l'emploi, etc. Vous pouvez avoir aussi des CDD et les enchaîner, grâce notamment aux concours, aux bourses des grands médias nationaux, un mode de recrutement qui est assez spécifique au journalisme, et si vous ne savez pas de quoi je parle, et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans le petit juste au-dessus. En grande majorité, il y a quand même beaucoup plus de postes à pourvoir d'un point de vue régional, local, que dans les grands médias. Donc pour avoir des premiers jobs et se faire la main, se faire des premières expériences, c'est intéressant et formateur de se tourner vers le local. La majorité des jeunes journalistes qui vont rentrer sur le marché, ils vont débuter en tant que pigistes. Et par la suite d'ailleurs, il y a des gens qui gardent ce rythme de vie toute leur carrière parce que ça leur convient. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Être pigiste, c'est être amené à travailler ponctuellement avec plusieurs médias, plusieurs employeurs. Soit en leur vendant des productions, que ce soit de l'écrit, de l'audio et de la vidéo, soit en acceptant d'être disponible pour un temps donné et du coup répondre à leurs besoins et à leurs commandes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Le pigiste est donc ce qu'on peut appeler un journaliste indépendant. Sur notre temps personnel, on peut réfléchir à des reportages qu'on a envie de faire et avec quel angle on a envie de le faire, c'est-à-dire de quelle manière on va traiter ce sujet, et puis on va réfléchir également à la durée, et ça ensuite on va tenter de le proposer à la vente à des médias, donc à la télé, à la radio ou à la presse écrite, selon le support que vous avez choisi. Ça peut être une ébauche, un synopsis pour leur exposer grossièrement votre idée, ou leur vendre une production qui est déjà toute faite. Vient ensuite la question du prix, parce qu'il faut rentabiliser votre travail, c'est-à-dire déjà comptabiliser les journées que vous avez passées dessus, les potentiels frais que ça a engendré, les frais de déplacement, l'essence, le péage par exemple, et puis les frais de matériel, par exemple si vous utilisez un appareil photo ou une caméra, eh bien l'usure de votre matériel pour tourner ce reportage. Enfin bref, il y a plein de paramètres à essayer de prendre en compte, et quand on débute, c'est compliqué d'avoir le juste prix. On n'est pas tous Vincent Lagaffe. Je fais c'est plus, c'est moins, c'est plus, c'est moins, et surtout je fais bip bip. Après, bien sûr, pour vous aider, il y a des grilles tarifaires, il y a des conventions, et assez récemment, il y a un site qui est assez magique qui s'est lancé, qui s'appelle Paye ta pige, et qui recense justement les tarifs des piges chez différents employeurs. Ce site Paye ta pige, il est enrichi soit par les informations qui sont données directement par les employeurs en toute transparence, soit par les pigistes qui rapportent combien ils ont été payés. Et ça permet d'avoir un ordre d'idée. Moi, sur de la presse écrite, par exemple, je suis à 50 € brut le feuillet, c'est-à-dire 50 € brut les 1500 signes de texte, et pour une pige vidéo, c'est 100-110 € net la journée. Pour réussir à vendre vos piges, il y a des sites internet qui se sont emparés de cette problématique pour justement proposer sur leur site internet directement un petit guide pour bien pitcher votre idée et essayer de collaborer avec eux. C'est le cas par exemple de Reporter, de Vice, de Néon ou encore de Numérama. C'est important de bien connaître le média, sa manière d'écrire, son ton, ses sujets de prédilection, parce qu'on ne va pas vendre le même sujet pour Vice que pour Reporter. Pour ma part, sur mon activité de pigiste, je vends très peu de sujets que j'ai réalisés au préalable. Moi, je fais plutôt la deuxième option, c'est-à-dire que je réponds à des demandes. C'est en l'occurrence quand un média a des besoins pour faire un remplacement parce qu'un journaliste n'est pas là, ou bien pour produire du contenu que les journalistes de la rédaction n'ont pas le temps de produire. Donc sur la partie presse écrite de mon activité professionnelle, j'ai un pseudo cahier des charges avec donc le nombre d'articles à produire, leur taille et une deadline. Pour la télé, c'est différent parce que du coup, sur le laps de temps où j'accepte les piges, c'est que je suis à leur disposition pour réaliser les reportages dont ils ont envie. Que ce soit pour tourner un reportage, l'écrire ou le monter. Et c'est un petit peu le même système pour la radio. Pour illustrer ça de manière concrète, quand je vais travailler 3 jours en pige pour M6 par exemple, et bien sur les 3 journées, je suis à leur disposition, donc on peut m'appeler à tout moment pour me demander d'aller faire un tournage et de leur envoyer les images. Je vais vous parler un petit peu des tarifs des piges que je touche. C'est vrai que 110 € la journée net, ça peut sembler beaucoup. C'est vrai que si on fait un mois complet, 30 jours, ça fait plus de 3000 €. Mais bon, tu ne fais jamais un mois complet, et normalement quand tu es salarié en CDD ou en CDI, tu as des week-ends, des jours de repos, donc tu vas jamais bosser 30 jours dans le mois. Mais à la pige, rien ne t'en empêche, officiellement tu peux faire 30 jours, s'il y a des besoins durant 30 jours. Mais c'est quand même très rare, parce que à titre de comparaison, moi pour M6, je bossais entre 3 et 5 jours par mois. Après, moi je suis en province, j'ai pas le même réseau que quelqu'un qui est à Paris, et donc du coup, moi je gagnais entre 300 et 500 € par mois pour travailler pour cette chaîne. Vous imaginez bien qu'avec cette somme-là, juste cette somme-là, on ne peut pas vivre. Donc on va aller chercher d'autres opportunités pour faire grimper ce salaire et avoir un montant décent pour boucler nos fins de mois.
Dans les grandes villes, c'est forcément plus facile, notamment à Paris, même si je le disais, il y a beaucoup de demandes et beaucoup de concurrence. Après, au niveau des télés nationales à Paris, il y a un gros turnover dans les chaînes d'information en direct, en continu. Après, il y a des chaînes comme TF1 ou M6 qui imposent un nombre limite de piges par an. Et normalement, pour travailler à France Télévisions, il faut être immatriculé, et pour avoir été immatriculé à France Télévisions, il faut avoir notamment remporté un concours, une bourse, dont je vous parlais dernièrement. Ça, c'est les versions officielles, après rien ne vous empêche de tenter au culot des candidatures spontanées. Ça montre au moins que vous avez envie. Il faut occuper son chômage. Il faut quand même être très flexible et surtout être très disponible, parce que souvent, à la télé notamment, les besoins de pige, des fois, ils tombent du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on peut t'appeler le soir, là il est 18h, est-ce que tu es disponible demain à 8h? Tu peux dire non, mais avec la crainte peut-être que ce refus te blackliste par la suite, et puis sinon tu peux dire oui, et donc tu vas devoir annuler tes plans si tu avais des choses de prévues pour le week-end, ou si tu avais une sortie avec des amis, etc. Quand t'es pigiste, t'es maître de ton agenda, mais en même temps c'est quand même très instable. Et forcément ça peut être précaire. Faut donc savoir aussi se responsabiliser et s'organiser, dans le sens où il va y avoir des mois où tu vas peut-être gagner 2000-2500 euros, et bien ces mois-là, faut pas tout claquer, faut pas s'enflammer, parce qu'il faut aussi mettre un petit peu de côté pour aller pallier les mois où tu vas gagner que 500 ou 1000 euros. C'est important aussi de diversifier son activité, c'est-à-dire d'avoir plusieurs employeurs, parce que du coup tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Voilà une belle expression. Et le jour où un de tes médias ne t'appelle plus, et bien du coup tu as les autres pour continuer à gagner de l'argent. Même si d'un point de vue légal et purement contractuel, bon là c'est un petit peu un détail et je vais passer parce que c'est administratif, mais des piges régulières, notamment dans le domaine de la presse écrite avec un média, ça va s'apparenter à un CDI. On peut même signer un contrat de pige, d'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait, et c'est censé un petit peu vous protéger. C'est-à-dire que normalement, un employeur n'a pas le droit de se passer du jour au lendemain de vous. Faut passer par une sorte de licenciement avec des indemnités et on va prendre en compte votre ancienneté. Sinon, ça peut aller au prud'homme. Vu que c'est toi qui gères ton emploi du temps, ton agenda, ton planning, eh bien tu peux prendre des congés, des week-ends, des vacances quand tu veux. Par contre, vu que t'as pas de contrat, t'as pas de congé payé. C'est-à-dire que quand tu prends une pause, eh bien du coup tu touches plus d'argent. Mais c'est vrai que c'est plaisant quand tu arrives à t'assurer un salaire correct tous les mois, de pouvoir gérer toi-même ton timing, tes employeurs, ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, de pouvoir accepter ou refuser telle ou telle proposition, et surtout de laisser libre cours à ton imagination pour développer tel ou tel projet. Moi, ça me permet de continuer de faire mes vidéos YouTube à côté. Chose qui serait quand même beaucoup plus compliquée avec un CDI, 35 heures, etc., où c'est beaucoup plus contraignant, il faut le faire le soir, entre midi et 2. Là, du coup, quand je passe des coups de téléphone, quand j'avance des articles, en parallèle, je peux aussi me consacrer un petit peu de temps pour écrire un script, etc. Ce qui peut vous aider aussi quand vous êtes dans une dynamique un peu précaire, c'est que vos bulletins de salaire de pige, eh bien, ils peuvent vous permettre à Pôle emploi de toucher le chômage. Alors, j'ai pas beaucoup d'infos parce que je l'ai jamais touché. Il y a pas mal de paperasse à faire parce que du coup, si vous avez, je sais pas, 30 piges par mois, vous allez avoir 30 bulletins de salaire différents. Donc, il faut tous les scanner, tous les envoyer à Pôle emploi. Donc ça prend quand même du temps, mais en parallèle, vous allez pouvoir toucher des indemnités. En fait, durant les mois prospères où vous avez eu beaucoup de contrats et beaucoup de travail, vous avez emmagasiné des droits, et du coup, ces droits, ils vont vous être réattribués quand vous avez des mois beaucoup moins faciles, et du coup, pour vous permettre de toucher un revenu minimum. Même si souvent, apparemment, les conseillers Pôle emploi ne sont quand même pas bien au courant déjà de l'état du marché du journalisme, et puis surtout de ce statut de pigiste. C'est vrai que c'est une manière de fonctionner assez unique, avec des bulletins de salaire à la journée et des bulletins de salaire pour un article. Je disais juste avant que j'ai pas touché de chômage, c'est pas totalement exact en fait. J'ai touché le chômage partiel qui avait été mis en place par l'État durant la crise du Covid. Parce qu'en presse écrite, je faisais essentiellement des articles sur le sport, et du coup, durant le premier confinement du mois de mars, tous les championnats sportifs se sont arrêtés jusqu'au mois de septembre. J'ai plus du tout eu de travail, et mes commandes qui s'étalaient jusqu'au mois de juin, elles ont toutes été annulées. J'avais calculé à l'époque, et je crois que j'en avais pour environ 5000 euros de perte. Et donc le chômage partiel, ça m'a permis de ne pas subir cette perte, et ça a été un réel confort. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'estime avoir été très chanceux dans cette situation par rapport à d'autres professions qui ont été beaucoup plus sacrifiées et qui ont subi des pertes énormes. Donc voilà, pour finir, le positif, c'est que tu gères ton planning, tu as plusieurs employeurs, tu as ta liberté, tu peux faire plein de choses différentes, mais c'est précaire, instable, et puis il y a quand même une dose de solitude parce qu'en majorité, tu travailles tout seul. Même s'il y a des collectifs de pigistes qui se montent pour justement recréer une sorte de vie de rédaction, et puis surtout échanger, se partager des idées, et puis unir leurs forces pour faire des propositions auprès de médias. En parlant de la précarité, certains journalistes pigistes font en parallèle de leur métier de journaliste un travail à temps partiel pour continuer à payer leurs factures. Parce que je vous le rappelle que pour avoir la carte de presse, il faut que la moitié de vos revenus soient issus du journalisme, c'est-à-dire que si sur un SMIC, vous touchez la moitié de ce SMIC grâce au journalisme, c'est bon. Donc si vous gagnez, je sais pas, 700 euros de pige, ce qui n'est pas suffisant, 700 euros pour vivre quand même dans un mois, ou alors c'est très compliqué, il faut énormément serrer la ceinture, et bien si vous avez, je sais pas, 400 euros ou 500 euros à côté parce que vous travaillez dans un supermarché, ou dans un fast-food, ou peu importe,
eh bien ça suffit pour avoir votre carte de presse et être reconnu comme journaliste. Même si je précise que vous n'avez pas besoin de la carte de presse pour être journaliste. J'espère que cette vidéo d'explication et de présentation du métier de journaliste pigiste ou du journaliste freelance comme on aime l'appeler dans notre Startup Nation vous aura plu. Tiens, ça me fait juste penser à un truc, normalement freelance, ça renvoie à un statut d'auto-entrepreneur. On dit souvent qu'un graphiste il est freelance par exemple. Et ça c'est un gros problème dans le milieu parce qu'un journaliste pigiste, il doit être payé avec un bulletin de salaire et non pas avec une facture. Les factures qui sont donc pour les vrais freelance, enfin les auto-entrepreneurs. Parce que sinon ça va fragiliser encore davantage le marché du travail. C'est sûr que c'est plus facile pour le média, l'employeur, qui ne va plus payer les charges, les cotisations, et qui surtout va s'éviter une tonne de paperasse. Tout ça, ça va revenir sur les épaules des journalistes qui vont devoir faire ça eux-mêmes. Et c'est pas leur rôle. Souvent quand on est jeune, ou même moins jeune, et qu'on désespère de trouver du travail, on est prêt à toutes les concessions. Et je peux totalement le comprendre et le concevoir, parce que c'est suffisamment dur de boucler ses fins de mois et de réussir à travailler dans ce milieu qui nous passionne. Mais il faut vraiment essayer de contraindre et de faire comprendre aux employeurs que ça ne marche pas comme ça, notamment les sites internet ou la presse un peu spécialisée qui pensent que ça peut passer, ça ne passe pas. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ou alors à chercher à me contacter sur les réseaux sociaux. Et pareil, si vous avez une idée de sujet justement à traiter dans ce domaine du journalisme, que je peux développer sur cette chaîne. Là, on a pas mal posé les bases, on a été quand même assez théorique, et je pense qu'au fur et à mesure, on va rentrer de plus en plus sur la pratique, sur la réalité du terrain, et notamment sur la production de contenu vidéo, parce que c'est quand même une de mes spécialités. Ouais, je sais, j'ai une spécialité. Sur ce, abonnez-vous pour ne rien rater des futures vidéos. Pensez également à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.